Bonjour et bienvenue sur ce podcast Cycliste Performance. Aujourd'hui, nous accueillons Boris Zimine pour parler notamment de formation et de détection des jeunes coureurs. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Boris, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Rémi, bonjour à tous. Boris Zimine, j'ai maintenant 32 ans, malheureusement. J'ai été coureur cycliste à un niveau élite et un petit peu au niveau continental. Et après, j'ai été directeur sportif du club cycliste des Tupes, DN1 en France. Et aujourd'hui, je travaille au sein de la Continental Team DSM Développement, équipe irlandaise. On peut rajouter aussi que tu as quand même obtenu avec le CC Tube 2 titres de champion de France Espoir, donc pour souligner un peu la qualité du formateur. Ouais, bah, après, c'est aussi la qualité des coureurs, avec ouais, Théo Delacroix qui a été champion de France en 2019, il me semble, et Axel Zinglet, champion de France en 2020 à Vesoul. Donc justement, ça fait bien la transition. Donc on va forcément parler, je l'ai déjà dit, de formation des jeunes talents avec toi, notamment dans la catégorie espoir, enfin c'est via notamment ton expérience à la DSM, et essayer de comprendre les différences entre les deux modèles que tu connais très bien, donc le modèle français et le modèle, on va dire, hollandais, dans lequel tu baignes maintenant depuis un an. Donc pour commencer, on va notamment parler de détection. Ma première question, c'est est-ce que tu as noté des différences dans la détection et le recrutement des coureurs entre ce que tu as connu en France et ce que tu as fait à la DSM? Bah, oui, évidemment. Après, c'est quand même difficile de donner un type de comparaison France, étranger ou même France, Hollande, parce que déjà à la base, c'est pas non plus la même structure. CC Etup, c'est une équipe DN1 qui fait du bon travail, mais avec des moyens financiers qui sont moindres par rapport à DSM. Donc c'est quand même difficile de comparer précisément. Après, c'est sûr que si je dois quand même comparer, je pense que le fait que déjà l'équipe DSM soit une équipe à dimension internationale, bah, ça génère forcément la possibilité d'avoir des cibles plus larges avec une recherche internationale, le vivier étant plus dense du coup. Après, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Pour contrecarrer un peu ce que je disais, après, même si on a cette question de différence de structure, j'ai l'impression que c'est aussi une question de mentalité et d'ouverture d'esprit, quoi. Parce que je prends l'exemple de ce que je faisais à Etup. Tous les ans, je prenais du plaisir et c'était un vrai objectif d'avoir 2 à 3 étrangers, voire même 4 dans l'effectif. Je trouve que la mixité est intéressante, humainement parlant, et puis en termes même en termes de contenu de formation, parce que ça permet de voir des coureurs issus d'une autre culture et qui, par rapport au calendrier, à la construction d'une saison, de l'entraînement, ont d'autres visions, ont d'autres expériences, et je trouve ça hyper enrichissant. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'après, en France, on a souvent tendance à prioriser le cycliste français, donc aussi dans la détection. Ça me paraît assez cohérent par le fait aussi qu'on a un grand territoire, donc on a aussi un vivier beaucoup plus large. Mais, euh, mais je pense que des fois, ouais, on pourrait être un peu plus ouvert d'esprit et essayer d'aller compléter l'équipe avec des coureurs étrangers qui représentent une réelle plus-value pour moi. Et tu penses que concrètement, par rapport à ce que tu dis, en intégrant davantage d'étrangers dans la formation en France, est-ce que ça pourrait élever au final le niveau des Français et le niveau de la formation française, tout simplement? Oui, après, c'est c'est un peu, enfin, c'est piégeux comme question parce que après, ça voudrait dire que la détection en France n'est pas bonne, alors que je suis pas convaincu non plus. Après, oui, c'est sûr que pour le coup, forcément, si on arrive à attirer des coureurs étrangers, je pense il y a des pays où on n'est pas aussi structuré qu'en France, où, on n'a pas où les coureurs n'ont pas la chance d'avoir 20 équipes DN1, par exemple, ou quand bien même, ne serait-ce qu'une équipe continentale pour les jeunes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais pour autant, que leur pays ne leur permettent pas. Euh, Indirectement, si ces coureurs-là viennent en France et qui font partie des meilleurs éléments de ces pays-là,
Oui, clairement, je pense que ça élève le niveau. C'est sûr. Après, c'est toujours des paris. Après, dans la formation, c'est toujours des paris parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans la progression d'un athlète, encore plus quand il est jeune. Mais c'est sûr que quand c'est des coureurs étrangers ou il y a la dimension langue, tout simplement, déjà, ne serait-ce que le contact avec lui, c'est pas évident. Et après, il y a des coureurs qui sont étrangers, qui ont des références sympas, mais sur des courses où on ne connaît pas forcément non plus. Donc, je dirais qu'il faut être prêt à prendre le risque de se tromper complètement d'un point de vue sportif. Après, à mes yeux, ça peut toujours avoir une plus-value, ne serait-ce que dans le cadre humain, quoi. Ok, et maintenant on voit de plus en plus, enfin toujours dans la détection, mais on voit de plus en plus de coureurs détectés très jeunes, en cadet même, en junior. Avant c'était plus en junior, maintenant c'est peut-être déjà en cadet, notamment en France. Est-ce que tu ressens ça aussi à l'étranger, enfin dans ton cas à toi, dans ton équipe actuelle? Et qu'est-ce que tu penses aussi de ce phénomène-là? Est-ce que c'est une bonne chose au final pour les coureurs ou pas? Voilà, ça, j'ai un avis assez tranché sur la question, mais après, encore une fois, c'est pas, enfin, je sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise. Mais en ce qui concerne DSM, non, c'est surtout à partir de junior qu'on commence vraiment à mettre en place ce qu'on appelle du scouting avec la recherche de beaucoup d'éléments concernant les éléments physiologiques de tout un tas de coureurs. En fait, on a un scout qui est dédié totalement à cette recherche-là, qui se fait une base de données de tout un tas de coureurs qui pourraient potentiellement avoir des données physiologiques qui prêtent à penser qui peuvent avoir un avenir, bel avenir chez les professionnels. Et pour le coup, pour le moment, chez DSM, non, ça reste encore au niveau junior. Et heureusement, après, de mon point de vue en tout cas, parce que je trouve ça aberrant et ça peut être complètement destructeur en fait. À cet âge-là, les jeunes, ils sont pas encore du tout dans le vrai vélo. Il y a tellement de facteurs déterminants qui sont pas encore actés. La croissance, l'adolescence, les changements comportementaux que ça peut engendrer aussi à cette tranche d'âge. Euh, c'est déjà difficile, je pense, même à 30 ans, des fois, de savoir ce que tu veux faire de ta vie. C'est pas des gamins de 16 ans qui peuvent déjà. Évidemment, ils rêvent de passer chez les pros, mais est-ce qu'ils veulent vraiment ça? Ou est-ce qu'ils veulent ça parce qu'on leur a dit que papa ou papy faisait du vélo est-ce que c'est ça leur motivation pour passer chez les pros ou est-ce que c'est le fait de vraiment faire du vélo à haut niveau et toutes les contraintes qu'il y a derrière? Je pense qu'un gamin de 16 ans, il ne peut pas le savoir. Donc, en fait, à mes yeux, c'est complètement ridicule et c'est ni plus ni moins qu'en fait la peur de se faire piquer ce qui s'apparente comme étant les meilleurs talents de demain. Mais on en oublie complètement la dimension humaine. Mais après, malheureusement, aujourd'hui chez DSM, on ne le fait pas. Mais avec la conjoncture actuelle, ouais, j'ai bien peur que tout le monde s'y mette, y compris DSM. Après, je ne sais absolument pas comment ça sera dans quelques années, mais visiblement, en tout cas, on s'y dirige. Ouais. Ah, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. C'est vrai que c'est, on va dire, à contre-courant de la tendance actuelle. Et ce que tu dis par rapport à la DSM qui ne fait pas encore ça, ouais, ça me surprend un peu quelque part par rapport à ce que je peux voir dans certaines équipes françaises même, hein, notamment, qui commencent parfois à suivre des cadets prometteurs. Ouais, bah après déjà, je suis certes en lien avec le scouting, mais je suis pas non plus totalement dans la bulle. On va dire que j'ai une autorité d'information, mais je suis pas au quotidien sur les recherches de profil de coureur. Mais déjà, rien que le nom, enfin, en fait, rien que l'intitulé profil de recherche de coureur, recherche de profil de coureur me déplaît. Mais euh, j'ai clairement pas l'impression, en tout cas, ça a jamais été dans des discussions des coureurs de 15-16 ans qui sont encore dans la. Ah, Ça n'a d'accord. jamais été le cas, donc je pense pas en tout cas qu'on fasse déjà des recherches à ce niveau-là. Après, évidemment, sur
les championnats nationaux cadets, évidemment que on a eu sur les noms en fait qui émergent. Ça serait stupide aussi de ne pas le faire. Mais c'est sûr qu'en tout cas, on n'est pas du tout en contact à cette période-là de leur carrière. D'accord, donc je comprends bien aussi dans ta réponse que vous, à DSM, vous avez une cellule ou en tout cas des personnes qui sont dédiées au scoutisme et qui sont. C'est les entraîneurs ou c'est encore d'autres personnes qui vont être vraiment assignées à cette tâche-là? Non, non, c'est vraiment d'autres personnes. Alors, enfin, en gros, tout le monde peut contribuer à cette scouting, mais disons qu'il y a un référent qui n'est ni entraîneur ni directeur sportif, dont c'est le travail à plein temps, qui se rend des fois sur les courses, qui des fois chez les gens enfin chez les jeunes pour discuter, qui organise aussi des tests au Keep Challenging Center. C'est là où tous les jeunes de l'équipe DSM Développement vivent, où il y a une vingtaine de maisonnettes et chacun a une maisonnette. Et il y a aussi un atelier où on peut faire pas mal de tests physiologiques. Et du coup, voilà, il y a quelques sessions où des jeunes viennent passer des tests et avoir des entretiens dans la perspective de travailler avec eux dans le futur. Et après, à côté de ça, tous les directeurs sportifs, les entraîneurs peuvent voilà, apporter des noms un petit peu. En général, c'est les coureurs qu'on connaît, pas qu'on connaît par copinage, mais qu'on connaît, qu'on a suivi, qui nous a interpellés sur une course. Et voilà, on dit, lui, il a ce profil-là de coureur, peut-être que ça peut être intéressant pour lui. Et après, la personne qui charge du scouting se charge de récolter un peu toutes les informations physiologiques du coureur et de commencer les discussions si on y trouve un intérêt. Ouais, d'accord, d'accord. Et justement, en parlant des critères qui vont faire qu'un coureur est intéressant ou pas, toi ou vous dans l'équipe, qu'est-ce que vous, est-ce que vous avez des critères que vous allez regarder en particulier ou est-ce que c'est plus complexe et plus imprévisible que ça? Disons que, encore une fois, je pense que lié à la conjoncture actuelle, c'est évidemment l'aspect physique rentre en ligne de compte majoritairement, c'est sûr. Après, en ce qui me concerne, à chaque fois, les premières questions que je vais poser, ça sera plus lié au côté privé qu'à ces chiffres, quoi. Parce que, je sais pas, sa situation scolaire, ce qu'il aime dans la vie, la vraie vie, quoi. Pas que le vélo. Et je pense que c'est quand même ce qui est prédominant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision pour construire une équipe d'essayer de trouver des coureurs avec des profils certes différents, mais surtout qui puissent être capables de se sacrifier les uns pour les autres. Et j'ai déjà eu l'expérience, par exemple, de mettre de côté des coureurs que dans les premières années, de pas forcément foncer sur un profil parce que le coureur marchait, parce que c'est pas ma façon de penser. Mais il y a des fois où j'ai pu être séduit par un profil de coureur, majoritairement par ses résultats, plus que par son caractère. Et au fil de quelques mois, j'ai bien senti que ça ne matchait pas parce que c'était des mecs un peu égoïstes ou personnels. Ça m'est arrivé plusieurs fois de les mettre à l'écart, quand bien même ils obtenaient les meilleurs résultats, mais qui pouvaient mettre un peu en péril l'osmose collective. Et donc, ça renforce encore un peu plus le fait de d'abord connaître la personne avant quelle course il peut gagner ou quel profil il peut être, quoi. Maintenant, encore une fois, avec la conjoncture actuelle, c'est je pense d'avoir ce côté un peu romanesque de d'abord tisser des liens avec la personne. D'accord, donc toi, concrètement, si je reprends ce que tu as dit, tu vas tu vas sonder la personnalité du coureur. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait un côté pour créer du lien, tout simplement, en tout cas dans quelque chose de peut-être plus humain ou social, on va dire, mais aussi que certains aspects de la personnalité pouvaient influer derrière sur la carrière du coureur. Et si j'ai bien compris, ça veut dire quoi exactement? Enfin, un coureur, par exemple, instable dans sa vie ne sera peut-être pas un champion derrière, ou enfin, voilà, comment tu mets en lien ces deux choses, le potentiel euh, et le caractère du coureur?
Après, il y a aussi une question de feeling, c'est qui est liée à l'affect, tout simplement. Même sans connaître une personne, en général, avec plusieurs discussions, il y a un feeling qui se crée et il y a, avec certains coureurs, un feeling plus important qu'avec d'autres. Mais c'est sûr que quand un coureur, quand on a une discussion avec un coureur et que les questions du coureur sont toujours orientées sur son propre intérêt, très vite, j'en viens à poser la question, mais toi, qu'est-ce que tu apportes à l'équipe en fait? Et c'est curieux souvent, d'avoir la réaction du coureur en face. Et en général, t'es jamais trop surpris en fait. Si tu prends vraiment le temps d'analyser et de prendre un recul sur les caractères que tu as pu croiser avant, en général, même si j'aime pas trop le fait de mettre les gens dans des cases, on change pas les gens et du coup, je pense que c'est assez. Le caractère de chacun est vite révélé en fait. Et après, moi, j'ai un état d'esprit assez particulier avec le collectif en première ligne en fait. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Tout dépend après de comment on veut construire son équipe, à quoi on veut qu'elle ressemble en fait. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. C'est juste après une façon de penser, une façon d'être et une façon de vouloir vivre avec les autres aussi, parce que quand on est en équipe toute l'année, on passe beaucoup de temps ensemble. Et je pense que c'est important que chacun prenne du plaisir à se retrouver et ça passe forcément par le fait avec des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs ou en tout cas avec des personnes, des bonnes personnes qui sont à même à faire partie d'un collectif plutôt que de tirer leur propre carte absolument à tout prix toute l'année. Ah, c'est très intéressant ce que tu dis, ça m'étonne pas de toi, hein, te connaissant. Mais c'est vrai que là aussi, ça peut paraître à contre-courant de ce qu'on voit actuellement, où les watts, la physiologie va être extrêmement mis en avant. Je pense que ça compte certainement beaucoup dans la performance, mais c'est une autre vision là que t'apportes, et je trouve que c'est hyper intéressant justement pour la détection, la création d'un groupe et puis l'accompagnement aussi d'une équipe de manière générale. Ouais, après, c'est un équilibre. Enfin, je suis loin d'être le seul à penser comme ça. Après, toute la complexité de réussir à trouver cet équilibre-là, au final, enfin, j'ai toujours ces convictions-là, mais c'est très difficile et utopique. Et bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Après, dans la formation, tu fais aussi beaucoup de. Encore une fois, c'est quand même des paris aussi. Tu peux te tromper. Et ce qui est important, je pense surtout dans la construction, c'est justement d'une équipe, c'est d'avoir conscience, ou en tout cas de vouloir ne pas se tromper par rapport à l'osmose du groupe, plus que vouloir ne pas se tromper sur la capacité à tout à chacun de remporter une course. Parce que si tu choisis des coureurs qui comment dire ça, enfin, l'idée de vouloir à tout prix constituer une équipe de coureurs qui ont déjà gagné X courses, pour moi, c'est pas forcément la meilleure façon de voir les choses. Ma vision à moi serait plus d'abord d'avoir un ou deux coureurs dont tu es sûr que oui, il a les capacités physiques pour gagner des courses, mais ensuite l'entourer de coureurs qui sont peut-être bons, mais pas aussi bons, mais qui sont surtout capables de sacrifier leur chance personnelle au service du leader, justement. Et ça, c'est pas toujours évident parce que quand on est tourné vers la performance, forcément, quand on voit deux gamins qui gagnent beaucoup de courses, bah, on va peut-être être plus facilement attiré vers ces deux coureurs-là. Mais la question de l'équilibre est peut-être en tout cas à mes yeux, est prioritaire. Et après, dans la formation de ces coureurs ou dans le développement de ces coureurs, est-ce que tu as
enfin, je sais qu'on essaye parfois de se dire, tiens, on a détecté ça, ça pourrait donner ça dans X années. Est-ce que toi, tu vois enfin, des relations, est-ce que tu vois des choses plus ou moins logiques dans la progression des coureurs, où chaque coureur a vraiment sa progression propre et est-ce que finalement elle est anticipable ou pas, selon toi? Bah, non, moi, je pense que chacun a son parcours. Après, c'est sûr que, enfin, oui, oui, non, chacun a son parcours. Il y en a pour qui ça va aller plus vite et qui vont atteindre les sommets plus rapidement, mais qui derrière c'est pas une garantie non plus qu'ils les tiennent très longtemps. À l'inverse, tu en as d'autres qui vont progresser plus étape par étape. Par contre, c'est sûr qu'assez rapidement, quand même, tu perçois assez vite un coureur qui a vraiment quelque chose, sans pour autant te donner la garantie qu'il arrivera vraiment tout au sommet, mais assez rapidement quand même, quand t'aimes vraiment, quand tu fais ce métier-là avec passion et puis que tu prends vraiment le temps de regarder l'attitude, le caractère, parce que le caractère, il y a aussi pour beaucoup de chaque coureur, tu peux assez rapidement quand même entrevoir un peu la sélection naturelle qui va. Ok, et puis après, c'est maintenant si on se concentre sur la formation, là, on a parlé beaucoup de l'aspect détection. Est-ce que là aussi, tu as constaté, enfin c'est un peu la même question qu'au départ pour la détection, mais est-ce que tu as pu constater une différence dans l'approche envers les coureurs entre le modèle français que tu as fréquenté en tant que coureur et en tant que directeur sportif et le modèle que tu as découvert cette année à la DSM? Ouais, bah j'ai pu voir des différences assez importantes, même si encore une fois, j'aime pas trop parler d'étrangers de France parce que bah, mon expérience, ça se résume que à celle que je vis là avec DSM, donc c'est pas une généralité non plus à l'étranger. Je sais pas vraiment ce qui se fait dans d'autres équipes, mais mais par exemple, en France, hein, chez les espoirs, on va avoir tendance à déjà mettre les coureurs dans un profil clair et d'organiser son programme de course en fonction de ça pour performer. Un grimpeur, on va vraiment faire composer sa saison pour qu'il arrive à son pic de forme, je dis une bêtise, au Giro Val d'Aoste, dans le but pur et dur de performer. Là où chez DSM, on est plutôt à faire un panel de courses vraiment très varié, on met moins l'accent sur la spécialisation des coureurs en fait. L'idée c'est plus de leur donner des expériences différentes et de les laisser se développer via l'entraînement parce que c'est pareil à l'étranger on court beaucoup moins aussi. Donc ils passent plus par des gros blocs d'entraînement et les courses sont plus des expériences que le résultat pur et dur. On a la chance, enfin, je ne sais pas si c'est une chance, parce que justement, en découvrant un peu ce modèle-là, je ne suis pas convaincu que ça soit une chance, mais en France, on a quand même, même si ça devient de plus en plus difficile pour tout le monde, pour les organisateurs, on a quand même un calendrier assez dense et où les coureurs passent moins par des blocs d'entraînement. Chez DSM, par exemple, c'est pas rare que des coureurs passent par 4-5 semaines sans compétition et plus par bloc d'entraînement. Je pense que on vient dans une équipe N1 et on essaye d'instaurer ce modèle-là. Il y a un paquet de coureurs qui seraient perdus et qui tout de suite diraient ah non mais c'est pas possible, je peux pas quoi. Mais pour le coup, je pense que sur la longévité d'une carrière, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que d'une, ça apprend aux coureurs à vraiment apprendre à s'entraîner. C'est quand même un modèle qu'ils vont retrouver plus chez les professionnels avec pareil, des blocs de course et des blocs d'entraînement. Déjà, d'une, ils apprennent ça. Et de deux aussi, je pense que mentalement, ça use aussi un peu moins de moins courir. De pas tous les week-ends mettre un dossard d'aller puiser au fond de son physique pour essayer d'accrocher le meilleur résultat possible. Sur la durée, peut-être que ça, je dis bien peut-être, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de règle, mais là, depuis que je connais cette expérience-là, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a assez rapidement frappé en fait.
C'est hyper intéressant là, ce que tu dis, que ce soit pour le rapport au résultat. Peut-être que j'ai déjà entendu quand j'ai parlé notamment avec un entraîneur qui était en Australie, où Mhm. visiblement en France, on a un rapport très fort au résultat et beaucoup d'attentes envers les jeunes coureurs déjà. Et puis après, Mhm. ce qui est aussi intéressant, c'est quand tu parles des blocs d'entraînement en tant qu'entraîneur, forcément, c'est quelque chose qui plaît. Je sais que beaucoup d'entraîneurs poussent pour un modèle comme ça. En tout cas, c'est intéressant de voir que ça se fait peut-être plus, en tout cas, dans ton équipe ailleurs. En tout cas, ça peut se faire, même si évidemment le modèle français est différent avec des problématiques différentes aussi. Oui, oui, bah, et après, pour le coup, je pense qu'encore une fois, ça revient un peu à ce qu'on avait évoqué au tout début. C'est aussi lié à une question de moyens, de structuration, pas que des équipes privées, mais aussi des fédérations de chaque pays. Il y a chez les jeunes à l'étranger, ils ont beaucoup moins de courses que chez nous. Donc, en fait, chez eux, c'est culturel, en fait. Ils débarquent à 19 ans chez les espoirs. Un coureur étranger qui va faire 30 à 40 jours de course, ou ouais, même 30 jours de course, ça le choque pas en fait. Là où, ouais, en DN1, si le gamin il a pas plus de 50 jours de course, il a l'impression de ne pas avoir couru, quoi. Mais je pense que c'est culturel. Vu que c'est depuis le plus jeune âge, bah, ça les gêne pas en fait. C'est ancré en eux et voilà. Et je ne sais pas si aujourd'hui, ça serait possible. Bah, évidemment que ça serait possible, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup, beaucoup de coureurs qui fédéreraient aussi facilement à ce modèle-là. Ouais, ok, ok. En tout cas, c'est bien d'avoir ton point de vue là-dessus. Et après, toujours en parlant des compétitions, mais enfin, l'approche des coureurs vers la compétition, tu en as déjà un peu parlé avec le résultat, mais est-ce qu'elle est, et la prise en charge aussi des coureurs pendant les compétitions, est-ce qu'elle est différente dans ton équipe actuelle par rapport à ce que tu as connu, notamment dans les équipes DN en France? Bah, après, encore une fois, c'est pareil. J'ai connu que équipe où j'étais un peu enfin seul maître à bord entre guillemets. Du coup, je faisais en fonction de mes convictions à moi. Donc c'est difficile de comparer, même si ben, ce pourquoi j'ai rejoint DSM, c'est aussi parce que justement, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'on avait la même. Enfin, j'ai toujours cette impression qu'on a la même façon de voir les courses avec des vrais rôles pour tous les coureurs, avec un sacrifice autour d'un ou deux leaders. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver au niveau amateur, pour des raisons que je peux entendre. C'est celle que voilà, les coureurs sont jeunes, on estime qu'il faut laisser la chance à tout le monde, ce qui est vrai. Je suis assez d'accord, mais malgré tout, pour moi, c'est inconcevable de partir sur une course sans un plan clair et établi, de partir avec 6 francs-tireurs. C'est pas du tout ma façon de voir les choses, parce que, à mon sens, c'est juste porter le même maillot, le même cuissard et basta. Et là, chez DSM, à chaque course, on a un plan clair autour de un ou deux coureurs. Chacun des autres coureurs a un rôle vraiment défini, en rôle d'équipier tout simplement, mais qui doivent intervenir à différents échelons de la course. Et bah, on essaye de faire mixer un peu les rôles pour pas que ça soit toujours le même qui soit comme ça. Enfin, qu'il soit leader et qu'il soit protégé. Donc ça, ouais, je pense que c'est assez. Ça aussi, c'est une différence quand même. Je pense qu'à l'étranger, on a un peu plus ce côté. Quel mot dire? Comment qualifier ça? On a plus ce côté vraiment équipe. La construction vraiment d'une équipe pour que ça soit le meilleur coureur ou la meilleure carte de l'équipe le jour J qui l'emporte, plutôt que, euh, plutôt que les discours de façade, on est des copains, on est une équipe, mais qu'au final, la priorité, c'est que soi-même tire les marrons du feu, comme je peux souvent le voir en. Ah, d'accord, d'accord.
Et après, il y a une question, enfin moi qui m'intéresse beaucoup en tant qu'entraîneur. Alors, toi, voilà, je sais que tu n'es pas entraîneur, mais je sais aussi que tu aimes bien suivre ce que font les coureurs et que c'est un domaine qui t'intéresse aussi. Et là aussi, est-ce que tu as pu noter des différences dans l'approche entre ce que tu as vu durant ton parcours en France, notamment au CC Etup, et ce que tu vois à la DSM? Je pense notamment au fameux modèle polarisé qui paraît-il, est très utilisé en Hollande, mais il n'y a peut-être pas que ça. Enfin voilà, je voulais savoir si tu avais noté des différences en termes de préparation. Bah oui, après c'est aussi en lien avec le nombre de jours de course. Déjà, à partir du moment où tu n'as pas la même densité de nombre de jours de course, forcément, tu es obligé de travailler d'une façon différente. Donc, la culture de courir pour culture, ça n'existe pas chez DSM. Euh, et forcément, si tu cours moins, tu dois passer par plus de blocs de travail à l'entraînement. Et donc aussi nécessairement un peu plus de volume. Euh, Avec mon passage chez DSM, pour le coup, je regarde toujours et ça m'intéresse toujours de voir ce que les coureurs font, mais voilà, je suis arrivé dans une structure où tout est quand même très carré, calibré, et où du coup, bah, je regarde ce que les coureurs font, mais où j'ai pas forcément j'ai pas forcément beaucoup d'échanges sur l'idée derrière de l'entraînement, mais ce que j'ai pu remarquer, notamment par rapport au stage d'entraînement, c'est que ouais, on va rouler peut-être un peu plus. Le volume est un peu plus important. Après, il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que sans manquer de respect à qui que ce soit, ben, voilà, quand j'étais au CC Etup, j'avais 3-4 coureurs par an capables d'être au départ de courses internationales et qui pouvaient potentiellement y avoir un rôle. Là, chez DSM, tous les coureurs ont des références internationales très élevées avant même de rejoindre l'équipe. Donc, bah, une Ferrari avait un plus gros moteur que mon Scénic. Donc, on ne peut pas l'alimenter pareil non plus, en fait. C'est quelque chose quand même enfin, c'est difficilement comparable. Par contre, un fait sûr et certain, c'est qu'effectivement, ça vient renforcer l'idée qu'on ne peut pas entraîner deux coureurs de la même façon parce que tout dépend d'où il vient, quelles a été ses charges de travail par le passé, quel est son moteur aussi. Et ça malheureusement, enfin, ça c'est aussi une des clés de l'entraînement, quoi. Donc, dire qu'on s'entraîne plus ou qu'on s'entraîne moins ou qu'on s'entraîne plus polarisé ou pas, c'est pas évident d'y répondre, quoi, de manière très brutale et enfin unilatérale, quoi. Ouais, ouais, mais c'est bien, ça donne déjà des éléments de réponse, on va dire, des éléments de réflexion plutôt, ce que tu nous dis. Et après, je voulais terminer sur, enfin, il y a encore j'aurai encore quelques questions, mais terminer sur le système français, revenir au système français. Alors, je sais que tu as été, entre guillemets, co-CC Études, je sais aussi que tu as été à Nogent quand tu étais en espoir première année, il me semble, et que bon, tu as fréquenté ce système-là, des équipes DN, voilà, même en junior aussi, en cadet aussi. Et je voulais savoir si tu avais, ou plutôt quel était ton avis actuellement, avec ton expérience actuelle, sur ce système-là, s'il était plutôt bon, s'il y avait potentiellement des choses que toi, tu changerais dans ce modèle-là ou que tu aurais aimé apporter. Enfin voilà, j'aimerais tout simplement ton avis sur le système actuel. Après, déjà, on est français, donc on est français. En étant français, on gueule tout le temps. Mais et c'est pas facile de faire des règlements et de composer une vraie belle structuration. Et puis les avis vont toujours diverger. Après, mon opinion, c'est qu'aujourd'hui, on nivelle clairement vers le bas. J'entends souvent dire que le peloton amateur d'aujourd'hui est plus fort que par le passé, mais à mes yeux, c'est complètement stupide. À l'époque, il y avait beaucoup moins d'équipes professionnelles, donc c'était réservé à l'élite exclusive, les vrais meilleurs coureurs.
Par exemple, tu parles de mon passage à Etup en tant que coureur ou à Nogent. Je pense que pour ceux que j'ai pu croiser dans ma carrière, des coureurs comme Thomas Bouteille ou Sébastien Grédy ou Benoît Daninx ou d'autres, ils auraient certainement fait 10 ans au Continental aujourd'hui avec le niveau largement requis pour y être. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'équipes à Conti, par exemple. Le niveau moyen d'aujourd'hui est certes peut-être plus homogène. Il y a peut-être une plus grosse densité de coureurs au même niveau moyen que par le passé. Tout simplement parce que beaucoup sont beaucoup plus suivis, mieux suivis, plus jeunes, donc tirent meilleur profit de leur potentiel physique. Mais les meilleurs coureurs actuels amateurs sont pas du tout meilleurs que ceux du passé, je pense même le contraire. Pour moi, l'exemple flagrant, c'est que les Continental Développement, quoi. Aujourd'hui, 5 à 10 des meilleurs de chaque génération sont déjà dans des équipes continentales, donc ne courent pas en N1. Donc, ouais, à mes yeux, c'est pas difficile à comprendre que les meilleurs sont déjà pas forcément beaucoup en N1. Après, ça ne veut pas dire que ça sera les meilleurs coureurs dans le futur, parce que je pense qu'il y a certains coureurs qui ont un choix beaucoup plus intelligent de rester en N1 et de passer par par un autre cursus que d'aller directement en continental. Je ne pense pas, encore une fois, qu'il y ait de bonne ou de mauvaise voie pour atteindre le haut niveau. Mais par contre, ce que je regrette, c'est que je pense que, ouais, aujourd'hui, on a beaucoup trop d'équipes N1. Il y a beaucoup de coureurs qui sont en N1 qui n'ont rien à y faire, en fait. Ça devient problématique parce que du coup, toutes les équipes doivent avoir un minima de coureurs, un minima de budget, mais du coup, avec le minima de coureurs, ça veut dire que ça fait la surenchère financière au niveau du matos, au niveau des frais de stage, au niveau du suivi, des frais de déplacement, parce que chaque coureur va demander à avoir une sorte de rémunération derrière, et du coup, ça met vraiment en péril le travail de formation, la qualité du travail de formation, quoi. Parce que du coup, les équipes qui n'ont pas les reins solides financièrement, elles se retrouvent à faire tout à moitié. Mais c'est pas un reproche, mais plus un constat lié aux failles du système, je pense. Euh, Parce que et du coup, ça en pâtit sur la structure, mais aussi sur certains coureurs, parce qu'il y en a certains qui ont un très bon potentiel et qui pourraient peut-être faire une jolie carrière derrière, mais parce que leurs structures sont un peu pendues financièrement, peuvent pas assurer un suivi et lui permettre de progresser comme dans les meilleures conditions, quoi. Et c'est clairement un frein aussi pour faire décoller certains coureurs à mes yeux, quoi. Je pense que là, aujourd'hui, avec alors 25 ou 30 équipes en N1, c'est n'importe quoi. C'est juste ridicule, quoi. Tu penses alors que, est-ce que l'avenir, il est chez les Continentales, justement, comme la DSM ou comme on peut le voir, l'équipe FDJ Continentale. Est-ce que pour toi, c'est l'avenir de la formation? L'avenir, en tout cas, c'est la conjoncture actuelle. Et oui, je ne pense pas qu'il y aura de retour en arrière parce qu'aujourd'hui, toutes les équipes World Tour veulent avoir une équipe continentale développement. Pour, encore une fois, alors, certaines ont vraiment la conviction et s'épanouissent dans le fait de travailler avec des jeunes et de faire du vrai travail de formation pour les raisons aussi humaines. Mais il y a aussi beaucoup qui sont là juste pour éviter de se faire piquer les futurs talents de demain et donc veulent déjà les avoir chez les jeunes. Et vu la conjoncture actuelle, je ne vois pas comment ça pourrait changer, en tout cas pas dans l'immédiat, dans les 5 à 10 ans qui arrivent. Euh, Maintenant, est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Ça a du bon, comme ça a du très mauvais. Encore une fois, même s'ils sont plus cadets et qui commencent à rentrer dans l'âge adulte, quand ils arrivent chez les espoirs, on les sursollicite beaucoup plus quand ils sont en dévo, on les rend professionnels très très tôt. Ça a du bon, mais à condition de leur laisser aussi le sas d'aération et de liberté qu'une personne de 19 ans a besoin, quoi.
Faut réussir. Encore une fois, c'est un équilibre à trouver, quoi. Et c'est pas évident. Et le problème, c'est que c'est toujours, encore une fois, la surenchère. Nous, on va faire un peu plus sérieusement, et puis nous, on va donner un peu plus. Donc, l'autre équipe va devoir donner plus ou être plus sérieux. Enfin, voilà, c'est toujours, c'est le nerf de la guerre tout le temps, de trouver un parfait équilibre, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile à critiquer qu'à mettre en place. Mais le système aujourd'hui de la N1 nivelle vraiment vers le bas. Oui, ça, j'en suis certain. Ah, d'accord, d'accord. Et là, Et on va pas vas-y. plus loin même qu'au dernier tour de l'avenir, hein. C'est assez flagrant. Déjà, ne serait-ce que même en équipe de France, voilà, Joris Delboff qui est en continental, Axel Baudin qui est en continental, Romain Grégoire Martinez qui sont en continental aussi. Il y avait que Mathis Lebert et Roland Kostiou qui étaient encore en N1, mais qui sont déjà stagiaires et qui vont déjà passer pro chez Arkea, qui ont aussi eu un suivi beaucoup plus poussé cette année avec Arkea. Je veux dire, c'est clairement le reflet de tout ça, quoi. Et c'est pareil, c'est un peu, je trouve ça un peu dommage en fait, parce que du coup, comme la participation de coureurs World Tour au Tour de l'avenir, quoi. C'est un peu une catégorie où je pense qu'il y aurait besoin de clarifier beaucoup de choses, parce que je ne conçois pas qu'un coureur World Tour soit au départ du Tour de l'avenir, par exemple. C'est un peu. Après, c'est à une autre échelle, parce que là, c'est pas au niveau fédéral, mais c'est un peu à l'image de tout ce bazar. Et donc, tu aurais en face de toi ou tu as en face de toi un coureur de 15, 16, 17 ans. Quel conseil tu lui donnerais et qui rêve d'aller chez les pros, quel conseil tu lui donnerais pour mener à bien sa carrière ou peut-être au-delà sa vie en général? Bah après, c'est cliché, mais de s'amuser, quoi. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent enfin, tellement de paramètres qui rentrent en compte pour construire une carrière cycliste. C'est même les meilleurs, même ceux qui peuvent présenter le meilleur potentiel physique peuvent très bien du jour au lendemain être écœurés ou leur arriver aussi un accident physique qui ruine leur carrière. Donc c'est important d'être super sérieux, je parle pas d'être nonchalant ou quoi quand je dis de s'amuser, mais de réussir à prendre encore ça comme un jeu quand bien tu as l'ambition de passer chez les pros, parce que plus important, c'est, je pense, de garder la flamme qui les a conduits à monter sur le vélo. Si très tôt, trop tôt, ils sont surpressés, cette flamme-là qui leur a permis de grimper sur le vélo, elle va vite s'éteindre. Et derrière, si tu n'es plus motivé comme il le faut, parce que le vélo, c'est quand même tellement, tellement dur et tellement d'investissement, que si tu ne l'as plus après, tu es sûr que tu n'y arriveras pas non plus, quoi. Donc, je pense qu'à cet âge-là, encore plus dans la conjoncture actuelle où ça part vraiment dans tous les sens, très jeune, de se protéger de tout ça est hyper important. De toute façon, la carrière d'un coureur cycliste dépend aussi énormément de l'entourage qui est autour du coureur. C'est presque, enfin, c'est la clé même. Et donc, de bien s'entourer. Alors après, ça, c'est aussi quelque chose qui est facile à dire, mais qui est pas facile à faire, parce que faut avoir les bonnes connaissances, et puis surtout aussi trouver son équilibre. Une personne peut être de bons conseils pour une personne et ne pas l'être pour une autre. Donc c'est toujours difficile. Juste pour terminer là-dessus, mais quand tu parles d'entourage du coureur, tu penses à un entourage sportif, tu penses ou un entourage plus lié par exemple à des agents ou des entraîneurs, des directeurs sportifs, un club. Non, non, moi je dirais plus à un entraîneur. Ouais. Je dirais plus à un entraîneur qui ait quand même une connaissance accrue du milieu, et qui va d'abord penser enfin d'abord et surtout et uniquement en fait à l'intérêt du coureur.
plutôt qu'à d'autres intérêts. Après, je n'ai rien contre le système des agents, mais là aussi, ça me dérange qu'à 17-18 ans, des coureurs puissent avoir des agents, non pas pour des raisons que ça rend les choses plus difficiles, mais juste parce que je pense que humainement parlant, c'est compliqué. Mais pareillement, en fait, pour eux, c'est pas, je leur jette pas la pierre parce qu'en fait, c'est juste le système qui est comme ça, quoi. Mais je pense que oui, la clé, c'est surtout d'avoir un entourage proche comme l'entraîneur. Je pense que l'entraîneur, c'est quand même la personne avec qui le coureur l'entraîneur et le directeur sportif, c'est quand même les personnes avec lesquelles ils doivent être le plus en relation et ressentir la confiance mutuelle, en fait. Donc, ces personnes-là sont, à mes yeux, les personnes qui peuvent être déterminantes dans la carrière d'un coureur. D'accord, ben, je pense on peut s'arrêter là-dessus. Je pense que c'était, en tout cas pour moi, c'était très intéressant. Je pense que pour les auditeurs, ça le sera aussi. Je pense qu'on va apprécier et qu'on apprécie tous un peu le côté humain aussi de ton approche dans ce monde où il y a maintenant beaucoup de chiffres. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, Boris. Et ben, on se dit nous à bientôt. Et je salue les auditeurs. Et en tout cas, merci encore et merci à tous. Merci à toi, salut à tous. Salut. Ciao.